18h10 à Alger. Madame, Monsieur, bonsoir. Soyez les bienvenus dans ce 24 heures Afrique. En voici les titres. Troisième et dernier jour de l'African Startup Conference à Alger. Occasion de revenir sur les moments forts de cette rencontre qui a réuni plus de 200 participants venus des 4 coins du continent. Et le scandale du Maroc Gate refait surface avec une enquête de la télévision belge, une enquête qui confirme une fois de plus l'étendue de la corruption qui entoure la diplomatie du royaume en Europe. Coup de théâtre en Grande-Bretagne, moins de 24 heures après la signature d'un accord entre Kigali et Londres contre l'immigration. Le ministre britannique de l'immigration claque la porte de son ministère. Plus de 250 exposants de divers pays africains ont marqué leur présence lors de la deuxième édition de la conférence africaine des startups, dont les travaux ont été clôturés ce jeudi à Alger. L'événement a été le catalyseur d'innovation et de synergie entre les entrepreneurs prometteurs de toute l'Afrique, renforçant ainsi le dynamisme du secteur des startups sur le continent. Retour sur ces 3 jours de rencontre avec Mohamed Wali Ben Chaban. L'Algérie affirme sa position en tant que terre d'innovation et d'entrepreneuriat. La deuxième conférence africaine des startups a constitué une plateforme exceptionnelle offrant aux jeunes porteurs d'idées novatrices l'opportunité de présenter leurs projets et étudier toutes les possibilités pour faciliter l'accès au financement, tout en ayant l'opportunité de rencontrer des experts de renommée internationale. Je pense que l'un des défis majeurs auxquels les startups sont confrontées, en particulier la mienne, est l'accès au financement. Un potentiel de commercialisation existe déjà pour pouvoir développer l'entreprise. Il existe un marché potentiel pour la solution que nous proposons, mais être capable de produire suffisamment pour répondre à la demande du marché est tout un défi. Au cœur de cette conférence, l'enthousiasme et la créativité des entrepreneurs algériens et africains ont brillé. Des esprits ingénieux ont exposé des idées novatrices allant des technologies de pointe aux solutions durables. Cette plateforme est destinée principalement à tous ceux qui veulent justement digitaliser leur système, notamment les entreprises, les startups aussi, et même des particuliers qui aimeraient plutôt étendre leur marché sur le digital. Donc l'objectif, c'est de développer le transport dans la région Nord-Afrique et ouvrir les frontières avec l'Afrique subsaharienne. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a combiné la technologie avec l'information, avec l'aspect métier pour développer une plateforme intelligente qui se base sur l'intelligence artificielle. On réduit les espaces vides dans les camions et surtout dans les transactions Afrique-Algérie, on va dire Algérie-Tunisie, Algérie-Libye. La deuxième conférence africaine des startups a propulsé l'Algérie sur la carte de l'innovation et de l'entrepreneuriat en Afrique. Les jeunes talents ont saisi cette opportunité pour exposer leurs idées, établir des partenariats et accéder aux ressources nécessaires. Cette dynamique prometteuse laisse présager un avenir florissant pour le secteur entrepreneurial du continent. Et après ce résumé de 3 jours de travaux, nous allons rejoindre tout de suite au Centre international des conférences à Abdellatif Rahal notre envoyé spécial Safwan Ben Sabri qui va revenir sur cette dernière journée. Bonsoir Safwan, alors que pouvez-vous nous dire sur cette dernière journée de travaux ? Bonsoir, alors nous nous trouvons toujours au Centre international des conférences ici à Alger où vient de se clôturer la 3e journée de l'African Startup Conference. Cette conférence qui se clôture donc au bout de cette 3e journée. Alors ce qu'on peut retenir de cette conférence, c'est la jeunesse africaine, une jeunesse innovante qui s'est rendue à Alger depuis les 4 coins de l'Afrique. On a notamment un participant qui est venu du Tchad après 3 jours en voiture, qui est arrivé ici
Alors cette jeunesse a été récompensée pour ses efforts. Il y a eu des lauréats dans les domaines de l'intelligence artificielle, mais aussi dans la robotique, donc qui voient leurs efforts récompensés. Donc voilà, c'est une jeunesse africaine qui s'est réunie ici, du Ghana, du Nigeria, d'Algérie, de Tunisie, pour promouvoir leurs projets et pour trouver une sorte de financement, mais aussi de soutien pour porter à bout leurs projets. Voilà ce qu'on retient de cette conférence pour les startups africaines. Safouane Ben Sabri, je rappelle que vous étiez avec nous depuis le Centre international des conférences. Je vous en parlais hier, les 2 jours de rencontre du sommet des ministres africains chargés des startups auxquels ont participé 34 pays. En marge des travaux de l'African Startup Conference s'est achevé mercredi soir avec l'adoption de la déclaration d'Alger. Par ailleurs, les participants ont également adopté à l'unanimité l'avant-projet de résolution sur la lutte contre la fuite des cerveaux sur le continent que les pays africains, l'Algérie en tête, présenteront à l'Union africaine. Et à cette occasion, les délégations présentes se sont déclarées prêtes à renforcer la coopération interafricaine et permettre aux startups et jeunes entrepreneurs de faire face aux défis du développement de l'Afrique dans tous les domaines. C'est donc un grand rebondissement dans le scandale du Maroc Gate en Belgique. Une enquête de la rédaction de la RTBF, la télévision belge, cloue au pilori l'ambassadeur du Royaume à Bruxelles, mettant en lumière les coulisses d'une diplomatie controversée, notamment les pressions sur les voix discordantes quant au dossier sahraoui. Les détails avec Radim Batache. Le Maroc prit une nouvelle fois la main dans le sac. Le Royaume s'adonne à des pratiques de corruption contraires à toute éthique et aux us diplomatiques. Après l'onde de choc Maroc Gate et les eurodéputés éclaboussés dans cette affaire de corruption, cette fois-ci, c'est la télévision belge, la RTBF, qui met la lumière sur l'ingérence diplomatique marocaine et ses nombreuses tentatives d'influencer les parlementaires belges, voire de les faire taire lorsqu'ils prennent fait et cause pour la cause sahraoui. Chantage, intimidation, menaces, tout y passe dans cette enquête d'investigation. Durant près d'1 heure et demie, des personnages de premier plan en Belgique témoignent des pressions subies de la part des chancelleries marocaines qui vont jusqu'à menacer un mandataire politique de retombées électorales s'il ne cesse pas ses critiques. Le Maroc a et essaye d'amadouer les gens. Un jour, moi, je me suis retrouvé face à un de vos collègues, se disant journaliste marocain, et m'approchant à différentes reprises, jusqu'au jour où il m'a dit « Pierre, je suis là pour t'apporter un message de notre gouvernement. Nous te demandons pas de changer d'avis sur la question du Sahara. Nous te connaissons, nous savons que tu es un homme intègre. Tu vas pas changer d'avis, donc nous nous demandons simplement de te taire. » Les mêmes méthodes que celles du scandale du Maroc Gate sont relatées par les victimes belges du Maroc. Ça va de l'espionnage de téléphone aux liens étroits noués avec le monde politique. Le Maroc a tendance à acheter des gens, s'exclame-t-on dans le reportage. La Belgique découvre stupéfaite les méthodes peu orthodoxes et mafieuses du palais royal marocain qui ne recule devant rien pour tenter d'enterrer le dossier sahraoui alors que celui-ci brille par de nombreuses victoires diplomatiques acquises sur la scène internationale en 2023. Les rouages de la machine de propagande marocaine sont démontés l'un après l'autre dans l'enquête de la RTBF. Ceux des partis politiques tombés sous son influence directe le sont également, à l'image de la députée bruxelloise Latifa Ait Baala du MR et le député fédéral Hugues Bayet du PS, vus par les équipes de la télévision belge comme d'influents relais du Maroc en Belgique. Les voies de la corruption marocaine deviennent de moins en moins pénétrables au fur et à mesure que les langues se délient autour des pratiques anti-droits de l'homme à l'encontre des militants et des détenus politiques sahraouis, une politique menée par un régime qui habite une maison de verre. Les langues nationales burkinabées, désormais langue nationale en effet et officielle. En effet, le gouvernement a adopté mercredi un projet de loi révisant la Constitution et hissant le rang des langues du pays. Le compte-rendu du Conseil des ministres du 6 décembre précise que ce projet de loi s'inscrit dans le cadre de la réalisation d'une des principales missions de la transition, consistant à engager des réformes politiques, administratives et institutionnelles en vue de
de renforcer la culture démocratique et consolider l'état de droit. Cette étape constitue une étape importante pour la transition qui entend aller vers une souveraineté complète, comme signalé par le Premier ministre Joachim Kellem de Tambela en déclarant, je cite, « L'écriture d'une nouvelle constitution est une question de souveraineté politique, économique et culturelle. Nul ne peut s'épanouir réellement à partir des concepts d'autrui. » En effet, le français est donc arrivé au Burkina Faso avec les missionnaires dès les années 1885 et a été érigé par les gouvernements qui se sont succédés en langue officielle et il est désormais que langue du travail. Dans le dossier soudanais à présent, les États-Unis, tête de file de la médiation entre l'armée du Soudan et les forces de soutien rapide, chargent les deux parties belligérantes du conflit qui secoue le pays depuis le 15 avril dernier à respecter leurs obligations et le droit international et humanitaire, les rappelant à tenir leurs engagements en vertu des conclusions du second round des négociations de Jeddah. Et depuis quelques années, les paysans de la filière cotonnière en Côte d'Ivoire se plaignent des maladies des cotonniers, des maladies qui résistent même aux produits utilisés pour les contrecarrer, allant jusqu'à prendre en étau ce secteur économique ô combien important pour le pays. Le point de la situation avec Rabdin Batache. Des flocons de neige à perte de vue, cueillis par des mains expertes et soigneuses. Les champs de coton en Côte d'Ivoire participent grandement à la vie économique du pays, bien que le coton ne vienne qu'en 3e position parmi les produits agricoles d'exportation, derrière le café et le cacao selon la Banque mondiale. Mais cette année, un invité surprise a failli gâcher la récolte, sauvé in extremis grâce à l'utilisation d'insecticides supplémentaires après qu'un nouveau ravageur ait causé des dégâts records dans toute l'Afrique de l'Ouest et centrale la saison dernière. L'insecte indien jacide du coton ou Amarasca bigutula est apparu comme sorti de nulle part, injectant une toxine dans les plantes qui a entraîné une baisse de production de près de 25% d'une année à l'autre. L'année dernière, vraiment, on avait un problème sur une maladie sur le coton qui s'appelle jacite. Vraiment, ça nous a détruit. Ça a gâté tous les champs du coton. L'emploi a été effectivement sans précédent. On n'a jamais vu ça dans la filière coton. Même au temps même de l'Icoverpa, qui a donc amené les pays de l'Afrique de l'Ouest, un producteur de coton, à créer une association pour lutter contre l'Icoverpa, les pertes n'étaient pas aussi énormes. Mais au moment où le continent africain tente de contrôler son impact sur l'environnement du fait des effets du changement climatique, l'utilisation de nouveaux pesticides rapidement testés et approuvés en Côte d'Ivoire a tenu à distance les minuscules insectes ressemblant à des sauterelles. Tout ce qui est utilisé d'affilée sur long terme, après voilà, je pense que l'élément devient, je pense qu'il est immunisé. Forcé. À un moment donné, si on utilise toujours les mêmes produits, s'il n'y a pas vraiment d'amélioration, bien certains éléments à ajouter, je pense qu'à un moment donné, ils seront résistants. Et puis voilà. Ou bien peut-être qu'ils vont se dupliquer peut-être à une autre famille de chassides, on ne sait jamais. Voilà, au niveau de la biologie, je pense que les insectes, à tout moment, se métamorphosent et puis voilà, soit ils deviennent encore plus résistants, bien soit c'est une autre espèce qui vient, voilà. Selon le département de l'agriculture américain USDA, la production de coton dans 10 pays d'Afrique de l'Ouest et centrale devrait atteindre 4,9 millions de balles de 480 livres en 2023-2024, soit un rebond de 22% par rapport à la campagne précédente. Et les accords fraîchement signés entre le Rwanda et la Grande-Bretagne ont fini par avoir raison du ministre britannique de l'immigration, Robert Jenrick, a en effet démissionné mercredi soir de son poste, affirmant être en profond désaccord avec ce projet de loi. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce 24 heures Afrique. Votre prochain rendez-vous avec l'information est pour le 19 Info de Jokader Idrieff. Excellente suite des programmes sur Al24 News.